Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la Formation. Et tout d'abord, tous mes vœux confraternels et chaleureux en espérant que nous continuerons en 2018 à travers cette émission de formation qui est unique dans sa forme, sa durée et sa constance, à tisser ce lien que vos emails traduisent si bien. Je dois vous avouer qu'en dehors des émissions sur la maladie de Lyme et la vaccination, je n'ai reçu que des commentaires positifs et des encouragements. Alors merci. Vous connaissez la tradition, nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. C'est devenu une habitude de commencer l'année par l'assiette de nos patients. Au moment où l'on se demande comment financer les thérapeutiques innovantes des années à venir, le conseil diététique gratuit reste un acte essentiel de la consultation. Et pourtant, mes collègues, ceux qui sont dans la vraie vie, ceux que j'ai vus au réveillon, ne cessent de me répéter que la pratique n'est pas aussi simple que l'intention. Par quel bout prendre le problème, quel ton adopter et comment suivre l'actualité gargantuesque de la spécialité. C'est ce que nous allons essayer de clarifier avec notre invité. Bonjour Patrick Serrogue. Bonjour. Alors Patrick Serrogue, c'est une star très discrète de la discipline. C'est un choix, votre discrétion? Parce qu'il y en a qui sont moins discrets que vous. Oui, c'est plus ma nature d'être plus discret. Ouais, pourtant, vos livres sont tous de vrais best-sellers. Un record, par exemple. Il y en a un, je crois, qui a dépassé le million, non? Oui, enfin, Savoir manger qu'on avait fait il y a très longtemps. Oui. Ouais, enfin, quand même, mais c'est peut-être pas parce qu'il a été fait il y a longtemps que 1 million, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, c'est quoi le titre du prochain ou celui qu'en ce moment? Le dernier que j'ai fait, c'est La guerre des repas n'aura pas lieu. C'est sur quoi la guerre? C'est sur les enfants et montrer que finalement, ce qui se passe dans la famille, dans les rapports avec la famille, joue beaucoup sur le comportement alimentaire des enfants et qu'on peut beaucoup améliorer leur comportement alimentaire tout simplement en faisant des petites choses pour les enfants. Donc ça, c'est un bouquin qui est à la destination des mamans ou c'est à la discrétion des mamans, des papas, et c'est vraiment pour la famille. D'accord. Bon, le prochain, vous ne voulez pas en parler, mais il y en a un autre qui arrive en mars. Le Serrogue 2018 arrive en mars et ce sera un bouquin dont on parlera beaucoup. Alors, je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions grâce à la boîte de dialogue qui est située en dessous de votre écran. Elles arriveront là. Et une innovation, si vous regardez cette émission en replay sur notre site YouTube Fréquence Médicale, n'hésitez pas à la liker, c'est important. Allez, on commence. Alors, c'est très simple, je voudrais commencer par le ton. Le ton, pas le poisson, le ton adopté avec les patients après le délire de fin d'année. Il faut en parler ou attendre qu'ils en parlent? Alors en général, il vaut mieux attendre qu'ils en parlent. Parce que plus on est intrusif dans ce milieu finalement de la diététique ou du conseil, plus les gens sont réticents. Ce qui est un petit peu normal quand on vous dit tiens, vous avez pris du poids, ça ne vous fait pas plaisir. Oui, non, ça non. Donc du coup, vous allez à reculons. Donc il faut attendre qu'ils en parlent. Et en général, ils en parlent parce qu'ils vous le disent spontanément. J'ai pris quelques kilos, je voudrais perdre, voilà. Et c'est peut-être le moment où on peut commencer justement à ouvrir la discussion sur la nutrition. Alors, vous savez que mes téléspectateurs savent très bien que je suis très concerné par ce problème et que j'en parle souvent. Effectivement, quand on dit « t'as pas maigri », j'ai tendance à répondre la bêtise, à la différence de l'obésité, c'est que ça dure tout le temps, on ne peut pas s'en débarrasser, mais ça ne se voit pas, c'est vrai. Donc c'est un gros défaut. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que autrefois on était tous sidérés par les repas de noces de nos grands-parents qui étaient une succession de repas? J'ai l'impression que le délire des réveillons a un petit peu diminué ces dernières années, ou est-ce que c'est une tendance très parisienne des bobos qu'on fréquente? Alors, c'est pas tellement le réveillon. C'est vrai que le réveillon, c'est simplifié, mais c'est surtout le fait que l'ensemble de l'alimentation et le comportement alimentaire a beaucoup changé. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est que, en fait, les repas qu'on faisait avant, une entrée, un plat, un dessert, se sont réduits, rétrécis, et qu'aujourd'hui, la plupart des Français, et surtout dans les grandes villes, au déjeuner, vont prendre un plat et un café. Ouais. Et ça pose un énorme problème. Parce que j'allais vous dire, oui, parce qu'il y a de plus en plus de gros, donc c'est que... Ça pose un problème économique, parce qu'on dépense moins au restaurant, mais ce n'est pas ça le problème. Pour nous, médecins, le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus de 50% de la population qui ont un surpoids ou une obésité. Pour ces 50% de la population, le fait de manger moins crée une sous-nutrition. Alors, on ne peut pas parler de malnutrition, parce qu'on n'est pas encore à la malnutrition, mais c'est vraiment une sous-nutrition. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, avec ce qu'ils mangent, à avoir suffisamment de nutriments pour pouvoir maigrir. On devrait avoir des chats efflanqués partout, alors on voit que des gros, donc... Justement, lorsque l'on est
en dessous de son besoin nutritionnel, on crée une résistance à l'amaigrissement. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau qui va sortir. Et on voit d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe-t-il dans le monde ? Vous avez 2 milliards d'individus qui sont en surpoids ou obèses. Vous avez 800 millions de personnes qui sont mal nourries et en malnutrition. Ils sont en malnutrition parce qu'il y a des guerres, difficultés d'approvisionnement, et c'est tout. Et vous avez dans un même pays pauvre où vous avez et de la malnutrition et de l'obésité. Les gens qui sont obèses, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils réduisent leur alimentation. Ils l'ont fait des dizaines de fois puisqu'ils ont grossi chaque fois. En réduisant leur alimentation, ils diminuent peu à peu leur contenu alimentaire et donc la quantité de nutriments. Eh bien, il se trouve que lorsque vous réduisez le nombre de nutriments dont vous avez besoin, vous créez non seulement une résistance à l'amaigrissement, mais également, peu à peu, vous regrossissez encore. Donc, si je comprends bien, vous allez nous apprendre qu'il faut manger moins, mais prendre des compléments alimentaires. Eh bien, je ne veux pas les compléments alimentaires. Ce que je peux vous dire, c'est que non, parce que le complément alimentaire n'est pas absorbé, n'est pas métabolisé avec autant d'efficacité que le nutriment qui se trouve dans un aliment. Bon. Alors, ça veut dire... Alors, le complément alimentaire, on le donne à des gens qui sont malnutris. Oui. Et alors justement, ces gros qui veulent maigrir, à qui on va te donner quelques conseils, parce que c'est ce qu'attendent aussi nos téléspectateurs, on va leur dire de manger moins, ça c'est sûr. Non, on va leur dire de manger plus. Et c'est ça qui est nouveau. Aujourd'hui, les gens qui ont été habitués à faire des régimes restrictifs ne mangent pas assez. Donc, si je comprends bien, c'est ma femme qui m'écoute va me préparer ce soir, si possible, une choucroute quand je rentre, parce que je comptais. Et pourquoi forcément une choucroute ? Elle peut vous préparer une petite entrée avec des crudités ou une soupe, parce qu'il fait un peu frais. Elle peut vous faire ensuite une petite viande ou un poisson avec un légume, avec un peu de féculents. Mais mangez plus. Et après, vous prenez un yaourt et vous prenez un fruit. Vous avez un repas important. Et cette variété des aliments permet justement d'apporter tous les nutriments dont on a besoin. Je prêche le faux pour avoir ce type de réponse, mais je sais qu'effectivement, c'est ce qu'il va falloir conseiller à vos patients. Alors, avant de rentrer dans le contenu de la consultation, est-ce qu'il faut consacrer une consultation entière ? C'est une question de mes amis médecins. Ou alors conseiller chaque fois qu'il y a une consultation pour une angine, conseiller par un acte de diététique. Alors ça, c'est très important. Vous avez parfaitement raison. Il faut consacrer au conseil nutritionnel une consultation vraiment entière. Et surtout pas à la fin de l'angine, de la bronchite, de la toux, de l'enfant qu'on a amené, commencer un conseil nutritionnel, c'est impossible. C'est impossible à réaliser. Et au contraire, c'est contre-productif. Quand on fait comme ça, c'est finalement comme si on voulait repousser le conseil nutritionnel et pousser le patient à continuer dans sa voie. Donc, si je comprends bien, la sécurité, l'assurance maladie ne devrait pas être contre le fait que les médecins fassent un peu de clientélisme en demandant à leurs patients de revenir quand ils pensent qu'il y a un problème, parce que là, c'est un vrai acte de prévention pour le futur, en fait. Ah oui, ça, c'est vraiment un acte de prévention. Donc, vous conseillez, vous dites, tous les patients chez qui il vous semble nécessaire de parler diététique, il faut les faire revenir. Ah oui, il faut absolument les faire revenir et même refuser de parler en disant « vous voulez vraiment qu'on fasse un conseil diététique ou nutritionnel ?» on se prend une consultation parce que c'est long. C'est long, ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Mais ils n'ont pas de temps non plus trop pour les consultations. C'est pour ça qu'il y a aussi des possibilités d'avoir des consultations sur rendez-vous pour lesquelles on peut demander un peu plus cher. Oui. Et effectivement, c'est ce que vous conseillez de faire et de toute façon, ça serait un acte de prévention. Mais oui, c'est un acte de prévention. Alors justement, chez qui le faire ? Parce qu'on pourrait dire, tiens, je prends tous mes patients et je les prends tous une fois par an pour parler de ça. Oui. Le dépistage de l'obésité, ça peut être évident quand vous voyez quelqu'un qui ne veut pas s'asseoir dans la chaise devant vous. Mais en règle générale, ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que l'IMC reste la seule valeur de dépistage en dehors du déshabillage qui n'est pas toujours fait ? Alors, l'IMC est une très mauvaise valeur pour définir finalement l'obésité. C'est une très bonne valeur... Ou le surpoids. Le surpoids ou l'obésité, c'est une très très bonne valeur épidémiologique. Quand on a des milliers de personnes qu'on va peser et qu'on va mesurer. Mais par contre, lorsqu'on est devant un individu, eh bien, il faut le déshabiller. Il faut, bien sûr, on va le peser, on va le mesurer. Mais surtout, par exemple, on va prendre 1 centimètre, on va faire le tour de taille. Et avec ces éléments-là, on peut voir s'il y a beaucoup de graisse ou non, s'il y a une graisse intra-abdominale qui va être beaucoup plus dangereuse que l'autre. On peut voir si c'est une stature musclée ou non. Est-ce qu'il a d'ailleurs fait du sport ou une activité physique dans le passé ? Donc, c'est complètement différent. On peut avoir un IMC à 30 où commence l'obésité et se dire « mais pas du tout, cet homme, il n'est absolument pas obèse, il est bien musclé, il a juste un petit surpoids ».
Alors, on s'alerte comment, à combien de je sais pas quoi? Parce que le médecin, c'est pas une gazette féminine, il va pas faire maigrir toute sa clientèle. C'est quoi le signal d'alerte? Il y a aussi la biologie qui peut aussi être un... Alors voilà, il y a plusieurs choses. En général, soit il y a la demande du patient. Il a envie de maigrir, il vous demande un conseil. Dans ce cas-là, c'est une consultation. Il y a deuxièmement, vous faites un bilan sanguin et vous dépistez un début de diabète, une hypercholestérolémie, une hypertriglycéridémie, une hyperuricémie très élevée. Bon, c'est un point d'appel pour commencer à lui en parler et lui demander si finalement il a envie de faire quelque chose. La plupart des pathologies chroniques metaboliques sont absolument, rhumatologiques également. Alors, est-ce qu'il peut se faire aider, parce que la seule volonté suffit presque jamais. Hein, jamais. Ouais. Comment se faire aider la diététicienne, c'est efficace, coûteux, comment la choisir? Alors avant de parler à la diététicienne, il faut parler du moment, je pense. Il y a un moment pour se prendre en main. On ne peut pas se prendre en main à n'importe quel moment de sa vie, c'est impossible. Quand vous avez plein de stress au travail, quand vous avez des enfants avec lesquels vous avez des difficultés, lorsque votre rapport avec votre femme, ça ne va pas si bien que ça, c'est certainement pas le moment pour vous de pouvoir faire un effort supplémentaire. Les gens vous diront c'est jamais le bon moment. Il y a un bon moment, il y a toujours un bon moment qui est plus sensible chez la femme que chez l'homme. Pourquoi? La femme, elle est plus préoccupée en fait par son poids parce qu'elle ne supporte pas son corps. L'homme supporte très bien d'avoir pris un peu d'embonpoint et de continuer à grossir. Il ne commence à avoir peur que lorsque un examen biologique montre un début de diabète. On dit là, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, il va se mobiliser. La femme va se mobiliser beaucoup plus au niveau de son esthétique et de sa sensation corporelle. Donc il y a un moment. Mais si vous intervenez en tant que médecin et que vous leur dites « il faudrait que vous maigrissiez », ça ne marche jamais. Jamais. Donc, il faut simplement leur demander qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Et c'est vraiment la politique des petits pas. Il faut aller très doucement. Il ne faut pas tout d'un coup dire « allez, je vous sors, vous allez manger ci, ça ne marche absolument pas. La diététicienne, elle peut aider, effectivement, le médecin, surtout dans la pratique, parce que pour un médecin qui n'a pas l'habitude d'étudier, de demander un carnet alimentaire à un patient, de l'analyser, de pouvoir prescrire, c'est vrai que ça peut vraiment aider à ce moment-là à faire l'acte lui-même du régime, ce qu'on appelle, ou de la modification alimentaire. Alors, j'ai déjà vu des questions qui arrivent sur la grande distribution en disant qu'il faut insister sur son rôle délétère et surtout qu'elle utilise des arguments diététiques pour se donner bonne conscience. Alors, je rappelle, pour qu'on parle de conflit d'intérêts, que vous êtes conseil d'un certain nombre de grandes sociétés. Industrie agroalimentaire. Industrie agroalimentaire. Vous répondez quoi à ça? Je dis qu'une industrie agroalimentaire cherche à faire des produits qui, plaît au consommateur, autrement c'est pas la peine d'en faire parce qu'il ne l'achètera jamais. Donc gras et sucré? Pas forcément, mais il y en a qui sont gras et sucrés lorsque ce sont des confiseries. Mais quand vous allez chez un pâtissier, c'est bien pour acheter un gâteau et qu'il soit gras et sucré pour qu'il soit bon. D'accord. Bon. Deuxièmement, l'industriel va répondre en général aux besoins de la population parce que c'est ce qu'il veut. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut qu'il fasse des produits qui soient adaptés à ça. Donc, il n'y a aucune intention chez l'industriel de vouloir absolument noircir le tableau et donner à la population des aliments qui vont les tuer. C'est complètement idiot. Simplement, c'est la manière dont on va faire de la publicité pour ça. On va pousser le consommateur, peut-être, à en consommer trop. Mais le fait de manger les produits alimentaires, aujourd'hui, il y en a partout dans notre alimentation, c'est tout à fait compatible avec, dirons-nous, une réduction du poids, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, et un amaigrissement. Ça ne pose strictement aucun problème. Alors, on va rentrer dans le concret de la consultation. Bon, l'enquête alimentaire classique, on remplit des pages et des pages, c'est bien utile face à l'évidence que... C'est très important. C'est important. Mais c'est un temps très limité, ça dure 8 jours. Mais de faire un carnet alimentaire pendant 8 jours uniquement, sans changer son alimentation, en marquant après chaque repas ce que l'on mange, permet vraiment d'avoir le profil du patient. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est parlant. Non seulement vous pouvez trouver immédiatement s'il ne mange pas assez, s'il mange trop, s'il est des aliments qu'il favorise et qui sont beaucoup trop gras et sucrés. Donc vous pouvez parfaitement orienter par de petites touches la prescription et entraîner de très grandes modifications de poids avec des petites choses. Bon, vous connaissez mon credo, qui marche. Manger moins, manger mieux, faire de l'exercice physique. C'est un trépied sur lequel... Je ne suis pas d'accord.
Vous n'êtes pas d'accord? Non. Pourquoi? Manger moins aujourd'hui, c'était vrai avant. C'était vrai il y a 30 ans, on devait absolument manger moins. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Quand on prend du poids, il faut, en général, je vous assure, dans ma consultation, c'est tellement flagrant, il faut manger plus. Les gens se restreignent naturellement. Alors, on ne pourrait pas dire manger autant, parce que pourquoi dire manger plus? Parce qu'ils mangent peu. Ouais. Ils mangent peu. Alors, manger plus, c'est pas manger peu. Manger plus, ça veut dire manger plus que ce que l'on mange déjà, au départ. Oui. Et mais si les gens veulent perdre du poids, c'est qu'ils ont trop mangé. Donc... Non, c'est fini cette histoire-là. Effectivement, c'était vrai au début de l'obésité et du surpoids. Les gens mangeaient beaucoup trop et c'est comme ça qu'ils prenaient du poids. Aujourd'hui, c'est terminé. Dans nos pays, c'est pas vrai dans les pays comme en Chine où ils sont en pleine transition nutritionnelle et tout d'un coup, effectivement, ils grossissent beaucoup, ils mangent beaucoup. Oui, c'est vrai, mais pas chez nous. Chez nous, donc ils mangent un peu plus. Il faut qu'ils mangent un peu plus que ce qu'ils font aujourd'hui. D'accord. Et c'est une lutte très difficile, parce oui. que le patient refuse, il dit non, vous vous rendez compte, si je mange plus, mais je vais devenir gros. Donc il faut déjà arriver à le convaincre que ce qu'il fait n'est pas suffisant pour maigrir. D'accord. Manger mieux. Alors manger mieux, oui, bien sûr. Manger mieux, oui. Manger mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de la journée, on a besoin... Parce que là, je ne vois pas comment il va perdre du poids. Bon, il mange plus, mais s'il mange plus qu'il faisait grossir, il va grossir encore plus. Voilà, mais donc, il faut qu'il mange mieux. Il va manger mieux, ça, je suis d'accord. Oui, il va manger mieux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait, dans la journée, un certain nombre de protéines, 1 gramme de protéines, obligatoirement, qu'il faut qu'il ait des glucides, qu'il faut qu'il ait un peu de graisse, et qu'il faut qu'il ait des nutriments qui apportent des vitamines et des minéraux. Voilà, c'est ça. D'accord. Et faire de l'exercice physique, vous allez me dire que vous êtes contre maintenant? Pas du tout. Mais l'exercice physique ne fait pas maigrir, sauf pour ceux qui vont en faire beaucoup. Mais ça permet de stabiliser le poids à chaque étape de son amaigrissement. Et d'aller mieux dans et d'aller beaucoup mieux, parce qu'on connaît, vous l'avez déjà dit dans vos émissions, combien l'activité physique diminue les risques. Alors, tous les conseils que vous m'avez donnés pendant des années sur le fait de ne pas se resservir, de prendre pas de trop grosses portions, avoir des assiettes plus petites, tout ça, c'était des bêtises? Pas du tout. Pas du tout. Parce que chacun a un comportement différent. Donc, quelqu'un, par exemple, qui va avoir besoin d'augmenter énormément ses quantités, ça arrive. Le fait de manger dans une petite assiette va le limiter obligatoirement. Et en général, quand on utilise des grandes assiettes, on mange 30% de plus que ce qu'on aurait mangé avec une petite assiette. Alors ça, c'est vrai. Voilà. Manger lentement, ça fait ses preuves? Ah oui, manger lentement, oui. Alors, manger lentement, c'est très, très difficile. Ça, j'avoue que même avec mes patients, j'ai beaucoup de mal. Alors, pourquoi? Parce que on oublie de manger lentement, en fait. Mais manger lentement, oui, parce que ça, tout simplement, ça permet de ressentir le fait qu'on n'a plus faim. Ouais, c'est juste aller chercher l'effet de satiété. C'est juste aller chercher. Bon, il y avait une fourchette qu'on avait beaucoup parlé, la fourchette qui vibrait, mais ça n'a pas marché, celle-là. Non, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils en ont ras-le-bol, que ça vibre dans la bouche et tout, c'est désagréable. Alors, boire avant beaucoup d'eau pour se remplir l'estomac, là on est dans ce phénomène de satiété. Il y a eu plein d'expériences qui ont été faites là-dessus. En fait, on n'a trouvé aucune différence. Il y a des gens qui disent que boire en mangeant, au contraire, ça les gonfle et bon, qu'ils limitent leur quantité alimentaire. D'autres, pas du tout. Donc, il n'y a aucune règle précise là-dessus. Dans les petits conseils à instituer, vous faites comment, vous, pour que tout ça rentre? C'est quoi le rôle du médecin? C'est de les répéter sans arrêt? Comment vous faites pour que les gens aient tout ça qui rentre dans le ciboulot, quoi? Pour que ça puisse rentrer dans le ciboulot, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont, eux, envie de faire. Et non pas ce que le médecin a envie de faire. Ça, c'est très important. Qu'ont-ils envie de faire? Il faut leur poser la question. Vous avez envie de quoi? Par exemple, si quelqu'un dit « Moi, je veux absolument manger 2 gâteaux par semaine parce que pour moi, c'est très important. J'adore ça, les gâteaux. » On dit « D'accord. Allez-y, mon bon, mangez. » On va manger 2 gâteaux par semaine. Par exemple, il est évident que, je reprends mon cas personnel, je vais me priver de la galette Épiphanie qui me semble être un drame gastronomique pour les gens. Calorique. Oui, c'est très grave, très calorique. Oui, bon. Et alors? Je ne sais pas, c'est pas quand Pourquoi vous privez de ça? Vous pouvez très bien en manger. Oui.
Vous pouvez en manger, bien sûr, si vous mangez une galette par jour, ça n'ira pas. Est-ce que vous avez déjà vu un gros se limiter il y a aussi ce problème-là, c'est que tout ça, comme vous dites, il faut manger un petit peu plus. Vous prenez à témoin des gens qui sont capables d'intégrer ça. Il y en a qui ne sont pas capables. Il y a des comportements alimentaires différents dans lesquels vous ne pouvez pas, comme ils disent, si je touche à l'aliment, je ne peux plus m'arrêter. Ouais. Et dans ce cas-là, je suis d'accord avec vous, il vaut mieux ne pas toucher. Mais ce sont quand même des cas limités. Tout le monde n'est pas comme ça. Par exemple, prenons le chocolat. C'est un très bon exemple, le chocolat. Ouais. Le chocolat représente pour beaucoup de personnes un aliment essentiel à la bonne humeur de leur journée. Ouais. Ben, il faut laisser du chocolat. Alors, généralement, ils arrivent avec une quantité de 30 grammes à être satisfaits. Parce qu'ils se sont tellement restreints, ils prenaient un carreau ou 2 carreaux, tout d'un coup vous leur mettez 30 grammes, ils ont 6 carreaux devant eux, ils sont très contents. Bon. Mais il y a certaines personnes qui, une fois qu'ils touchent le chocolat, ils sont obligés de finir la plaquette. Ouais. Et pour cela, c'est un vrai problème. Avoir un livre de recettes simples, on en voit partout. Est-ce que c'est un intérêt ou est-ce qu'il faut laisser son âme culinaire voguer ça dépend de ses talents culinaires. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'idées au bout d'un moment pour faire des nouvelles recettes. Je pense que les livres apportent effectivement des idées nouvelles, leur permettent de varier leur alimentation et d'améliorer un petit peu l'ordinaire. Autrement, ils vont avoir une alimentation souvent très monotone. Et lorsque c'est très monotone, à ce moment-là, c'est un problème parce que les gens ont vraiment besoin de plaisir. Alors la compliance, c'est toujours le problème de tous les médecins, quelles que soient les pathologies, surtout des symptômes comme l'hypertension. Là, on prend pour vérifier, on a un tensiomètre. Est-ce que le pèse-personne a un intérêt quelconque là chez les gens qui sont en restriction? Le pèse-personne, c'est une arme à double tranchant. D'abord, évidemment, il sert à encourager, parce que quand vous voyez que vous perdez du poids, mais vous ne perdez pas du poids tous les jours. Et puis quand on perd du poids, on perd aussi de l'eau, on perd parfois un petit peu de muscle, on peut perdre de la graisse, donc on ne sait pas très bien ce qu'on perd. Bon, mais surtout, le risque, c'est que ça devienne obsessionnel. Il y a des gens qui vont se peser tous les jours, et là, c'est contre-productif. Donc parce que tous les jours, vous ne maigrissez pas. Donc vous dites une fois par semaine Une fois par semaine, c'est très bien. C'est très bien, à heure fixe. Et à heure fixe. Bien évidemment, aucun recours médicamenteux. Après l'échec du Rimonabant, où tout le monde avait pensé que là, on avait enfin trouvé quelque chose qui fonctionnait, il n'y a aucune piste séduisante en vue. Et les accélérateurs de transit, tout ça, c'est abandonné complètement. Oui, vous ne donnez pas de médicaments? Non, on ne donne pas de médicaments. Faites pas de traitement psy, en plus, non? C'est traitement psy, traitement médicamenteux psy. Non plus. Ça peut arriver quand on a une dépression. Ouais. Il faut aussi voir toujours que les gens qui prennent du poids peuvent avoir une dépression masquée. Alors, il y a quand même une chose qui a changé un peu la vie des gros, si j'ose dire, c'est la chirurgie bariatrique. Ah oui. Il y a 10 ans, lorsqu'on invitait les spécialistes, c'était à Arros sur la chirurgie bariatrique. Et il y a eu une période où c'est formidable, ça marche. Il y a même, quand on a les congrès de diabétologie, on se demande si ce n'est pas à terme le traitement du diabète. C'est quoi votre vision, vous qui avez quand même 10 ans de recul? Eh bien, la chirurgie bariatrique a changé, je crois, vraiment la vie des gens qui étaient extrêmement gros. C'est-à-dire des gens dont l'espoir de maigrir était pratiquement nul. Quand vous êtes à 200 kg, 190 kg, vous allez perdre 30 kg, 40 kg, mais vous avez un énorme risque de reprendre du poids uniquement par la diététique. Donc pour cela, créer la malabsorption par le bypass ou créer une réduction de la taille de l'estomac, ça a été un changement de vie formidable, vraiment, avec beaucoup de contraintes. Parce que une fois que vous avez été opéré, tout peut se passer très bien, mais il peut y avoir aussi des complications. Et la vie n'est plus la même tout à fait. Parce que quand vous goûtez un aliment, vous n'avez pas forcément le même goût que vous l'aviez avant. Pourquoi? Le goût change? Oui, le goût change parce qu'en touchant en fait le circuit digestif, vous agissez sur les récepteurs au goût. On s'est aperçu à ce propos que les récepteurs au goût n'étaient pas uniquement, comme on le pensait au début, dans la bouche et dans le pharynx, mais qu'il y en avait partout dans le corps. Et particulièrement dans le tube digestif. Et en modifiant le circuit digestif... Ouais, c'est la première fois que j'entends ça. Mais... En modifiant le circuit digestif, vous modifiez le goût des aliments. Et c'est très désagréable, parce que quand vous mangez une viande, vous aimez le goût de la viande, et qu'après avoir été opéré,
vous avez une viande et vous ne reconnaissez plus ce goût, et puis ce goût ne vous est pas forcément agréable, c'est un grand problème de vie. Oui. Cela dit, chez les grands obèses, on peut comprendre qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais alors, toutes les études sur des diabètes qui se sont guéris spontanément, tout ça, on peut y croire. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut y croire puisque ce sont des vraies études. Mais on a un recul maintenant, oui, d'une quinzaine d'années maintenant. On sait qu'effectivement, on réduit chez la grande majorité des patients qui sont obèses et qui sont diabétiques leur diabète. On réduit ou on fait disparaître, mais pas forcément définitivement, puisqu'on sait aujourd'hui avec le recul que 10 ans plus tard, un certain nombre d'entre eux, malheureusement, redéveloppent le diabète. Donc, effectivement, très belle technique, mais attention, pas tout le monde, quoi. Et surtout pas tout le monde, et ne pas se précipiter. Et ça demande une lente préparation. D'accord. Alors, je n'aurai pas le temps d'aborder tout ce dont vous vouliez qu'on parle, parce qu'il y a tellement de sujets, vous voyez, il faudra que vous reveniez. Mais il y a quelques cas particuliers qui sont dans l'actualité. Le régime détox, alors on est en pleine semaine détox. C'est une ambition louable ou c'est quelque chose, un gadget de bobo? Ben, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc le régime détox, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, en fait, c'est une histoire plus philosophique de purification. On connaît ça avec les maisons dans lesquelles on va s'enfermer pendant 10 jours, 15 jours, où on va avoir uniquement des boissons, on ne va pas manger, bon, et donc on se purifie. C'est vraiment une notion philosophique, parce que la détoxification du corps, elle a lieu à chaque instant de notre vie. Il n'a pas besoin, le corps, de détoxifier. Le foie et les reins sont là pour ça, et ils le font. Est-ce que c'est pas peut-être tout simplement ce qu'on appelle un phénomène de ras-de-bol après les semaines qu'on vient de passer aussi? On peut imaginer que c'est ça qui exprime les gens. Oui, c'est aussi après des semaines comme ça, et puis c'est aussi après des stress intenses, parce que ça permet aux gens de s'isoler quelque part, de se déconnecter de leur vie quotidienne, et c'est ça la fonction principale de la... Alors vous avez plein de confrères et illustres qui parlent du recours à la diète. Alors là on entend tout sur la diète. La diète de 12 heures, la diète de 24 heures, la diète de 18 heures, tout ça c'est quoi? C'est des mises au repos qui sont conseillés ou ça ne sert à rien? Toutes les expériences qu'on a menées pour essayer de, par exemple, supprimer un repas ou bien faire une diète de quelques jours, sur le long terme, n'ont montré aucune efficacité particulière. Donc la diète en elle-même, ce n'est certainement pas la solution. On est des omnivores, on a besoin de manger tout, on a besoin de manger à peu près en permanence. Donc, pas forcément beaucoup, mais on a besoin de se ravitailler en permanence. Donc, ce n'est pas une bonne idée du tout. La monodiète non plus, très à la mode chez certains, c'est là on prend le même aliment autant qu'on veut. Ah oui, alors, toutes ces diètes-là, vous savez, toutes ces diètes-là. Ça fait le succès des magazines quand même. Oui, mais ça fait toujours de l'effet, puisque si vous mangez qu'un seul aliment, vous êtes obligé de perdre de la graisse, c'est sûr, mais vous allez reprendre beaucoup après. Ce qui est très dangereux avec ces diètes, il faut le dire, ce sont les sujets qui sont en surpoids, voire obèses. Parce que eux, malheureusement, savent très mal se défendre contre ce genre d'agression. Du moins, ils savent très bien le faire. C'est-à-dire que le corps sait parfaitement que lorsqu'il est agressé, il va devoir multiplier le nombre de cellules adipeuses. Et ça, c'est très grave pour eux. C'est-à-dire que quelqu'un qui pèse 150 kg et qui se met à une diète, même protéique, mais très restrictive, a énormément de chances de passer à 170 kg. On va terminer par deux éléments. Le premier, les véganes. Les véganes qui, autrefois, étaient un phénomène un peu isolé. Aujourd'hui, avec la mode de Caron, Émeric Caron par exemple, qui écrit des gros bouquins qui est partout, d'éviter tout ce qui est aliment d'origine animale. Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu dans le vrai à long terme compte tenu de l'état de la planète? Alors, il y a deux choses différentes. L'homme, l'être humain est un omnivore. Donc premièrement, il faut qu'il mange de tout. C'est dans la définition de son espèce. Deuxièmement, le vegan en lui-même, c'est extrêmement difficile lorsqu'on est vegan d'équilibrer son alimentation. Pourquoi c'est très très difficile? Parce que les quantités alimentaires qu'on doit consommer pour avoir des sources de protéines, à la fois de légumineuses et de céréales, sont très importantes. Et surtout, ça devient très monotone. Donc il faut dire que le véganisme, c'est une vraie technique et c'est très compliqué à long terme. Tout le monde ne peut pas le faire bien pendant longtemps. Très peu d'élus. Il faut dire aussi que ça représente très peu de gens. On estime en France que le végétarisme, c'est environ 2% de la population
Et le véganisme, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Voilà, vous parlez des vrais véganes. Oui, ce que vous dites végan, mais c'est pas pareil que le végétarisme. Oui, mais même cette tendance qui consiste à dire ces gens-là m'intéressent, le végétarisme, le véganisme m'intéresse, donc je vais manger moins de viande animale. Ça, c'est un autre sujet. Oui. Manger moins de viande animale, c'est certainement... ça va être certainement une nécessité économique. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Donc voilà, oui. Et on peut tout à fait manger beaucoup moins de viande, c'est pas un problème. Il faut qu'on en mange un peu. Mais on n'est pas... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de flexitarisme. C'est-à-dire des gens qui vont effectivement diminuer leur consommation de viande, mais qui vont quand même en manger un petit peu, 1 à 2 fois par semaine, et qui vont prendre des protéines végétales. Le problème, il est qu'il faut trouver un équilibre pour chacun. C'est pas pour toute la population, c'est pour chacun. Il y a un équilibre en fonction du fonctionnement de son corps. Donc le véganisme ne peut pas être un mode d'alimentation que l'on peut conseiller à ses enfants. Surtout pas. Surtout pas, parce qu'il y a beaucoup de carences quand même. Oui. Il y a les carences en fer qui sont importantes, on peut avoir des carences en calcium aussi. Donc pour les enfants, c'est certainement pas conseillé. Mais par contre, ça peut être un choix. Comment vous dites quoi? C'est un choix philosophique. Oui, et ceux qui viennent... Par exemple, j'ai des gens qui viennent en consultation et qui me disent « je suis végane et je voudrais équilibrer mon alimentation ». Ben, je suis là pour les aider. Je veux dire, je n'ai pas à juger de la décision qu'ils ont prise. Simplement, ils ont des contraintes qui sont très fortes. Voilà. Eh bien, on va passer à vos questions. Alors, il y a des questions qui sont arrivées, puis il y en a qui étaient déjà arrivées. Alors, il y en a une que j'ai gardée pour la fin parce que, d'abord, elle m'a fait rire, et puis surtout, elle ouvre un nouveau chapitre de votre métier. La personne me dit, c'est une réflexion sur le microbiote. Sans être grossier, rappelons la mémoire de Jean-Pierre Coff et son expression, il me dit, je vous laisse limiter, mais c'est de la merde, concernant la mauvaise bouffe. Et il me dit, et voilà que nous, les médecins, maintenant, on va en faire consommer sur ordonnance. Donc, le microbiote, rappelez-nous un petit peu ce que ça va donner dans votre... Ça va changer beaucoup de choses, parce qu'avec les 100 000 milliards de bactéries que nous avons dans notre intestin, eh bien, c'est vrai qu'on est capable de provoquer des transformations corporelles extraordinaires. Quand on sait ça chez la souris, on sait très bien qu'on peut rendre des souris obèses en changeant le microbiote, comme on peut les rendre minces. Donc, vous imaginez le potentiel que ça va être. Peut-être que grâce au microbiote, on va enfin trouver le médicament, le fameux médicament que nous cherchons, et qui va permettre aux gens de manger ce qu'ils veulent, et de rester à un poids stable. Ça va être peut-être possible. Oui, mais alors, quand le médecin disait on va le prescrire, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des gélules. Mais depuis très longtemps. Oui, mais depuis très longtemps, on fait ça. Depuis très longtemps, vous avez le yaourt, prenons du yaourt. Non, je parlais des gélules de matière fécale oui, alors ça, en train de matière il y a fécale. Plein d'études avec... On a essayé chez l'homme des transplantations fécales. Oui. Mais on n'a pas réussi à obtenir les résultats qu'on avait chez la souris. C'est-à-dire que chez nous, certainement, que le mécanisme est un petit peu plus compliqué. Mais c'était spectaculaire, les résultats qu'il y avait, oui. Et pour le moment, c'est pas... Chez la souris, c'était spectaculaire. Bon, donc on en reste chez la souris. Bon, il y a un médecin, je suis désolé, qui dit « Je voudrais que les médecins se mobilisent contre cette stupide tradition de la galette des rois. Pourquoi on ne lance pas la corbeille de fruits de l'épiphanie? Il n'y a pas que les boulangers qui méritent un 13e mois, les agriculteurs aussi. » On n'a rien contre cette... Non, la galette des rois, c'est très gras, on l'a dit tout à l'heure. Bon, on peut en manger un petit peu, puis voilà. On a l'impression que toutes les modes servent plutôt aux médecins, comme votre invité, même si je le respecte beaucoup car il sait de quoi il parle, mais que ça fait vivre tout un petit microcosme. De quoi, la nutrition, la oui, diététique? ces modes, un coup, une année, on parle de ça, l'année d'après... Ah, les modes. Ouais. Oui, mais nous, médecins, quand on voit des patients, ce n'est pas les modes qui nous guident. Est-ce que ça vous gêne dans votre pratique, parce que les gens veulent un domaine où on écrit beaucoup de choses? Ça gêne beaucoup les gens avant tout, parce que c'est eux qui subissent les conséquences de ces idioties. C'est-à-dire qu'en suivant des modes qui vont modifier vraiment leur alimentation, eh bien, ils provoquent... des désastres, mais dirons-nous, ils provoquent vraiment des modifications dont ils viennent se plaindre après. Mais nous, en tant que médecins, ça ne nous gêne pas beaucoup. On n'entend plus du tout parler du bon docteur Ducamp. Il a trop maigri au point de disparaître, point d'interrogation, ou trop enflé à cause du succès. Et la question, c'est de ne plus entendre de lui. Veut-il dire que le régime hyperprotéiné n'a plus aucun intérêt? Alors, il y a deux questions différentes. Oui. Il y a le régime hyperprotéiné qui est bien avant Ducamp. Le régime hyperprotéiné a été très à la mode, très efficace pour un très court temps,
mais on en est revenu parce qu'on sait que malheureusement, c'est comme les autres régimes, ça fait grossir à la fin. Ça, c'est le yo-yo type, hein, le régime. Ça, c'est le yo-yo type. Oui, oui. Bon. Ducamp, lui, il a inventé, en écoutant ses patients, il a trouvé une méthode, effectivement, qui associait d'une part un régime hyperprotéiné, puis ensuite, peu à peu, il élargissait son alimentation. C'est vrai que sa méthode n'était pas dangereuse si on la suivait vraiment. Mais la plupart des gens se sont arrêtés au stade numéro 1, c'est-à-dire se sont arrêtés au stade de l'hyperprotéiné, et bien sûr, ils ont eu les conséquences, quelquefois dramatiques, puisque si vous suivez pendant 1 an un régime hyperprotéiné, vous devenez complètement idiot, vous devenez complètement fou. Vous pouvez faire une dépression, vous pouvez faire des troubles du comportement alimentaire, vous avez des compulsions, enfin ça devient dramatique. Donc c'est surtout la mauvaise observance de ce qu'il a mis en place qui a entraîné toutes ces Alors c'est une star mondiale qui s'est dégonflée, on n'en entend plus du tout parler, ou est-ce que c'est l'âge? Non, on n'entend plus parler, sauf que comme pour faire un peu d'argent, il a créé des produits, c'est très à la mode, donc ces produits existent toujours dans le marché. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces entreprises qui livrent des produits à domicile? Est-ce que c'est, en dehors du fait que c'est cher, est-ce que c'est une solution? Alors, c'est une solution pour certains patients. Il y a certains patients, ils sont peu nombreux, mais qui sont incapables de se préparer à manger, qui sont incapables d'aller faire leurs courses et qui ne veulent pas le faire. Pour cela, ces méthodes d'être livrés à la maison, de manger ce qu'on vous donne, c'est vrai que c'est une solution très facile et qui peut agir pendant un certain temps. Il y a bien un moment où on va quitter ça. L'inconvénient, c'est qu'en général, c'est pas excellent, c'est pas très bon goût et les gens se lassent assez facilement. Alors le starter de chez vous, quand on rentre, on pousse la porte de votre cabinet pour manger mieux, manger moins, peu importe ce que vous dites. On rentre pour des années ou on peut espérer qu'à un moment, le bon docteur Serog n'a plus besoin d'être là pour... Ça dépend à quel poids vous arrivez et quel est votre objectif. Si vous avez beaucoup à perdre, vous aurez un traitement qui va durer 1 an et demi, puis ensuite... En vous voyant tous les combien? Tous les mois, puis tous les 2 mois, puis tous les 3 mois. Et puis ensuite, ça sera 2 fois par an. Mais vous avez quand même des succès, si j'ose dire. C'est pas une discipline déprimante de la médecine. Alors, il faut dire une chose. Vous allez rire avec ça. Les statistiques sont très très mauvaises pour nous. Hein. Oui, on peut dire qu'on a au maximum entre 10 et 15% de réussite par la diététique. Bon. Ça, c'est quand on fait des études globales. Mais quand on est un médecin, on ne revoit que ceux qui réussissent. Ceux qui ne réussissent pas ou ceux qui se désespèrent très vite, on ne les revoit plus. Donc c'est la raison. Je pensais que c'était l'inverse. Non, ils reviennent. Non. Ceux qui réussissent, ils viennent vous montrer. Ceux qui réussissent, ceux qui arrivent à avancer un peu, ils reviennent. Au bout d'un moment, ceux qui ne réussissent pas, ils ne reviennent plus. Ouais. Ce qui est tout à fait normal. Vous n'allez pas continuer à payer un médecin pour dire « Regardez, je ne réussis pas. Il y a un moment où ça devient désespérant. » Bon, et pour le patient et pour le médecin. Donc forcément, dans notre pratique quotidienne, ce n'est pas aussi tristounet et aussi désespérant, puisqu'on peut revoir uniquement les cas que nous aidons vraiment. Alors, je voulais vous faire une petite phrase de conclusion, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que la force de l'habitude et la coutume ne sont pas en fait des obstacles insurmontables, et en particulier dans notre pays? Alors oui, c'est vrai que l'habitude, la coutume occasionnent une très grande résistance. Mais ce qu'il y a pour nous aujourd'hui, c'est que le monde change très très vite. Les comportements alimentaires changent très vite. Les produits alimentaires qu'on nous livre aujourd'hui sont chaque fois différents. Et donc, en fait, nous sommes obligés de perdre un petit peu nos habitudes, notre résistance, et c'est peut-être quelque chose qui est favorable pour l'avenir. Mais j'ai senti quand même une différence dans votre approche. On a l'impression qu'il se passe quelque chose, on a l'impression que ça bouge. Ah oui, ça bouge vraiment. Ça bouge vraiment et qu'on va arriver à avoir des guidelines moins fantaisistes, plus précises. Oui, vraiment. Comment ils font les médecins pour se tenir au courant de tout ça, en dehors des émissions comme celle-ci? Voilà, je pense qu'il faut des émissions comme celle-ci parce que c'est compliqué de se tenir au courant dans la mesure où il faut lire beaucoup la littérature. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la littérature. Il y a un marché colossal, donc c'est pour ça que... Il y a un marché colossal. Ouais.
Et donc, on s'aperçoit de choses, par exemple sur le microbiote, sur le comportement alimentaire, sur le fait que ce que j'ai dit au début, qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont en surpoids ou obèses ne mangent pas assez. C'était pour nous inconcevable. Alors moi, si j'ai une chose que je vais retenir, effectivement, ça paraissait... Si je pouvais vous montrer... Si j'avais pu vous montrer il y a 10 ans un film de l'émission d'aujourd'hui, vous auriez dit, il est fou quand même. Sûrement, ça a beaucoup changé. Non, exactement. C'est ça qui est formidable. Oui, ça a beaucoup changé. Et bien, vous avez au moins l'honnêteté de le reconnaître, vous avez l'honnêteté de mettre de l'enthousiasme, et j'ai passé un moment excellent avec vous, Patrick Serrogue. Alors, je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. On va se retrouver la semaine prochaine. Je suppose que vous avez été passionné par cette émission, moi aussi. Et bien on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant de vous retrouver, portez-vous bien.